Il n'y a pas de pire blessure que de voir sa propre famille se moquer de son malheur. C'est précisément ce qui arriva à Stéphane Dubois, professeur suppléant, quand il hérita d'une maison de campagne délabrée. Ses anciens beaux-parents la surnommèrent le puissant fond de Stéphane. Son propre frère et sa sœur se demandèrent comment il pourrait bien payer sa démolition. La bâtisse avait une peinture qui partait en lambeaux, des vitres cassées, et un arrêté de démolition placardé sur le portail. Tous y virent un fardeau supplémentaire que Stéphane serait incapable de gérer. Pourtant, en parcourant les couloirs empoussiérés avec ses deux enfants, Stéphane éprouva une sensation différente. La vieille demeure de style victorien dissimulait des secrets qui allaient tout bouleverser. Le magnate des chemins de fer qu'il avait érigé en 1898 y avait caché bien plus de choses que quiconque ne pouvait l'imaginer. En colmatant des fuites et en plâtrant des murs, Stéphane et ses enfants découvrirent d'étonnantes gravures sous la tapisserie. Il ne s'agissait pas de simples ornements. C'étaient les indices d'une énigme qui attendait sa résolution depuis plus d'un siècle. Mais les découvertes faites dans ces murs oubliés suffiraient-elles à les sauver tous? Avant de reprendre notre récit, indiquez-nous d'où vous nous suivez. Et si cette histoire vous émeut, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, une surprise de taille vous attend. De longues ombres s'étiraient sur l'allée en friche sous le soleil du matin. Stéphane Dubois se tenait devant le portail en fer forgé de la maison Duval, un arrêté de démolition chiffonné entre ses mains fatiguées. À 52 ans, il portait toute la lassitude d'un homme qui avait passé sa vie à éduquer les enfants des autres tout en peinant à nourrir les siens. Ses cheveux poivre et sel brillaient sous la lumière tandis qu'il observait la maison de campagne, devenue à la fois son héritage et sa croix. « Papa, tu es bien certain qu'on doit entrer là-dedans ?» La voix de Chloé mêlait la curiosité et la prudence d'une enfant de 11 ans habituée aux désillusions. Elle agrippait son sac à dos élimé, toujours rempli de carnets et de crayons de couleur. En dépit de leurs soucis financiers, Chloé manifestait un optimisme qui rappelait à Stéphane l'homme qu'il était, avant que l'existence ne lui enseigne la modération. Léo, 16 ans, doté de l'humour caustique de ceux qui ont vu leur père se battre, chuta dans une pierre qui jonchait l'allée. On annule par ailleurs où aller, de toute façon, lâcha-t-il, même si son regard trahissait une étincelle d'intérêt pour l'imposante bâtisse victorienne. L'adolescent tenait les yeux sombres de son père et l'intelligence acérée de sa mère, ainsi qu'un instinct de protection qui le vieillissait. Stéphane actionna le portail rouillé, qui gémit en signe de protestation. Le grincement se propagea à travers la propriété d'un hectare, effarouchant une colonie de corneilles nichées dans les vieux chênes qui bordaient l'accès. « Votre grand-oncle Jean n'était pas très porté sur l'entretien, lança-t-il, s'efforçant d'être léger pour ses enfants. La maison de campagne se dressait devant eux, un monument aux ambitions d'une autre époque. Édifiée en 1898 par le magnate du rail Pierre Moreau, cette demeure victorienne de 3 niveaux avait jadis été le fleuron de la petite ville de Valvert. À présent, un lierre envahissant étouffait ses tourelles décorées, et plusieurs fenêtres des étages étaient obstruées par des planches de contreplaqué usées. La galerie qui l'entourait ployait sous le poids de l'abandon, et la peinture des moulures complexes se décollait par plaques, telle une peau morte. « C'est bien plus vaste que ce que j'imaginais », chuchota Chloé, la voix pleine d'admiration. Nonobstant le délabrement manifeste de la construction, elle sortit son carnet et se mit à en esquisser la silhouette, saisissant sa splendeur passée et sa déchéance présente avec le talent inné d'une véritable artiste. Léo inspecta les lieux avec le pessimisme pragmatique de son âge. « À ton avis, ça coûterait combien de faire raser tout ça ?» demanda-t-il, sa question exprimant plus d'anxiété que de jugement. Il avait compris de bonne heure que chaque choix familial dépendait d'un argent qu'il ne possédait pas. Stéphane sentit sa gorge se nouer. L'arrêté de démolition leur laissait 90 jours pour conformer la structure aux normes ou subir une démolition aux frais de la municipalité. Le devis estimatif des travaux représentait 10 fois son salaire annuel. « On s'en sortira », affirma-t-il, mais les mots lui parurent vides. En approchant de la porte principale, Stéphane se remémora la réunion de famille d'il y a 3 semaines, lors de la lecture du testament de Jean Dubois. L'étude du notaire était pleine de parents qui, pour la plupart, l'avaient snobé pendant des années. Son ex-femme, Valérie, y assistait, judicieusement placée entre ses parents, qui n'avaient jamais pardonné à Stéphane son soi-disant manque d'ambition. Ses frères et sœurs, Sandrine, la brillante agente immobilière, et Nicolas, le responsable en assurance, avaient échangé des regards lourds de sens à l'évocation de la maison. Une maison de campagne ? Avait ricané Sandrine, le bout de ses ongles impeccables tapotant l'écran de son mobile. Disons plutôt un gouffre financier qui se prend pour un château.
Nicolas avait été plus cash. Vends-la tout de suite, Stéphane. Réduis tes pertes avant que ce truc ne te mène à la ruine. Leur père, Michel Dubois, n'avait rien dit, mais son air déçu était éloquent. À 78 ans, Michel avait vu son fils aîné traverser un divorce, une précarité professionnelle et la pression financière incessante d'élever 2 enfants avec un salaire de remplaçant. Les parents de Valérie, les Durand, avaient été plus directs. Ma foi, avait déclaré Monique Durand assez fort pour être entendue de tous, il faut bien une cause perdue dans chaque famille. Ses souvenirs étaient cuisants, mais Stéphane les chassa en manipulant la clé de bronze ouvragée que le notaire de Jean lui avait remise. La serrure céda étonnamment facilement, et la massive porte de chêne pivota, dévoilant l'intérieur de la demeure. Le vestibule les laissa sans voix. Malgré des années d'abandon, le lieu avait conservé une majesté incontestable. Un escalier monumental décrivait une courbe ascendante, sa rampe d'acajou, bien que ternie, était intacte. Des vitraux diffusaient des touches de lumière colorée sur les particules de poussière en suspension. Le plafond culminait à 6 mètres, orné de moulures en plâtre complexe qui parlaient de l'art d'artisan passionné. Incroyable! Souffla Chloé, oubliant sa méfiance. Elle se dirigea vers l'escalier, laissant courir ses doigts sur le poteau de départ ouvragé. On se croirait dans un château, papa. Le cynisme de Léo s'évanouit devant les dimensions de la maison. Combien de pièces y a-t-il ? 17, répondit Stéphane, après avoir consulté le document de propriété, sans compter les logements de service ni la cave. Ils explorèrent le rez-de-chaussée, leurs pas faisant écho dans les pièces désertes. La grande salle à manger abritait une cheminée en pierre colossale et des buffets intégrés. La bibliothèque était tapissée d'étagères vides, à l'exception de quelques ouvrages reliés en cuir abandonnés sur le plancher. La cuisine, manifestement une addition des années 50, offrait un aperçu muséal des appareils de l'époque. Dans l'ancien petit salon, Chloé trouva un portrait de famille jauni adossé au mur. Le cliché montrait un homme distingué d'une quarantaine d'années, une femme en robe de soirée, et 2 enfants, un garçon et une fille, posant avec solennité devant la maison. La photo sépia était craquelée, mais les traits des personnages restaient nets. Ce doit être Pierre Moreau et sa famille, dit Stéphane, en prenant le portrait que lui tendait sa fille. Jean en parlait dans ses lettres. Il a bâti cette demeure après avoir fait fortune dans le chemin de fer. Que leur est-il arrivé ? Demanda Chloé, scrutant les visages avec la même application que pour ses dessins. Jean n'en a jamais dit grand-chose, seulement que la famille avait brusquement quitté la ville dans les années 30. La maison est inoccupée depuis, sauf pour Jean qui logeait dans le petit gîte. Léo les rejoignit, piqué au vif. Pourquoi est-ce que quelqu'un quitterait un endroit pareil ? La crise de 1929 a frappé durement de nombreuses familles aisées, expliqua Stéphane. Ils ont peut-être tout perdu et n'avaient plus les moyens de l'entretenir. L'exploration des étages supérieurs révéla l'ampleur des problèmes. Les infiltrations d'eau avaient fait gondoler le parquet de plusieurs chambres. La plomberie était vétuste et l'installation électrique datait visiblement des années 40. Dans la chambre de maître, un PAN du plafond s'était effondré, laissant voir des solives pourries et un isolant moisi. « Papa, dit Léo à voix basse. On n'a pas les moyens de réparer ça. » Stéphane acquiesça, le cœur lourd. « Je sais, mon garçon, mais peut-être qu'on trouvera une solution, au moins pour un temps. » Ils passèrent le reste de la journée à évaluer l'état de la demeure, à lister les travaux urgents et à imaginer ce qu'elle pourrait redevenir. Chloé noircit son carnet de croquis des pièces, se les représentant restaurées. Léo, malgré son scepticisme, se retrouva à estimer le coût des réparations, son esprit logique attiré par ce défi chiffré. À la tombée de la nuit, ils s'apprêtèrent à partir, mais Stéphane s'attarda dans le vestibule, le regard fixé sur le portrait. L'expression de Pierre Moreau l'intriguait. Un mélange de détermination et d'inquiétude, comme si cet homme avait lui aussi dû affronter des obstacles insurmontables. « Papa » l'interpella Chloé. « Est-ce qu'on va vraiment tenter de sauver cet endroit ?» Stéphane la regarda, et vit dans ses yeux le même espoir et la même ténacité qui l'avait jadis poussé à devenir enseignant, contre l'avis de sa famille. « On va tenter, ma puce. Je ne promets pas la réussite, mais on va tenter. » Sur le chemin du retour vers leur petit appartement, le téléphone de Stéphane fut inondé de messages de ses frères et sœurs. Sandrine avait déniché une entreprise de démolition bon marché.
Nicolas avait analysé la valeur foncière de la propriété et en avait déduit que le terrain seul valait plus que la bâtisse. Même Valérie avait envoyé un message lui conseillant d'être réaliste. Pourtant, en bordant ses enfants cette nuit-là, Stéphane ne pensait pas au problème de la maison, mais à son potentiel. Pour la première fois depuis longtemps, il possédait quelque chose en propre, qui n'était ni un pis-aller ni un compromis. La maison de campagne était peut-être en ruine, mais il ne tenait qu'à lui de la sauver ou de la perdre. Cette nuit-là, dans son lit étroit de leur appartement surpeuplé, Stéphane Dubois prit une résolution qui allait tout changer. Dès le lendemain, il s'attaquerait à la tâche herculéenne de redonner vie à la maison du Val. Il ignorait comment, il ne pouvait se permettre d'échouer, mais il allait essayer. Car il faut parfois à un homme une cause plus grande que lui pour laquelle se battre, même si le monde entier le croit engagé dans une bataille perdue. Le portrait de famille jaunie, posé sur sa table de chevet, semblait le couver du regard déterminé de Pierre Moreau. À cet instant, Stéphane se sentit proche de ce magnate du rail disparu. Deux hommes, un siècle les séparant, unis par leur audace à tout miser sur un rêve fou. 3 jours plus tard, Stéphane se présenta à la maison de campagne avec une caisse à outils prêtée par un voisin et une détermination qui lui semblait à la fois folle et vitale. L'air frais du matin sentait les feuilles mortes et une vague promesse de pluie. Chloé et Léo l'accompagnaient lorsqu'il ouvrit la porte, leur fin de semaine s'étant muée en une aventure inattendue. « On commence par où ?» demanda Chloé, son carnet déjà ouvert, esquissant un plan du rez-de-chaussée. « La cuisine, » répondit Stéphane. « Si on arrive à rétablir l'eau, on aura un point pour se laver et faire quelques menues réparations. » L'évier de la cuisine était hors service depuis des lustres, le robinet rongé par la rouille et les canalisations obstruées. Pendant que Stéphane s'escrimait avec la tuyauterie antique, Léo explora le cellier attenant, le halo de sa torche perçant l'obscurité. « Papa, ce mur a l'air bizarre », lança Léo, sa voix résonnant dans le petit espace. Stéphane quitta son enchevêtrement de tuyaux. « Comment ça ? Viens voir. » Stéphane s'essuya les mains sur son pantalon et rejoignit son fils. La torche de Léo éclairait une partie du mur qui détonnait. Le papier peint y était plus abîmé, et la surface dessous semblait boursouflée. « On dirait que quelque chose pousse de l'intérieur », fit remarquer Léo, palpant les reliefs. Chloé se glissa à leur côté, sa curiosité l'emportant sur la prudence. « On peut l'arracher pour voir ce qu'il y a derrière ?» Stéphane marqua un temps d'arrêt. Le papier était déjà en piteux état et la rénovation était de toute façon prévue. « Ça ne peut pas faire de tort, je suppose. » Ensemble, ils décollèrent avec précaution les laits de papier peint à fleurs fanées. La découverte les stupéfia. Gravés à même le bois se trouvaient des symboles et des motifs complexes, non pas des graffitis, mais des dessins délibérés formant une énigme géométrique. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Chloé, son œil d'artiste en reconnaissant la facture. Les gravures recouvraient presque tout le mur, en une série de cercles concentriques d'où partaient des symboles plus petits. Certains évoquaient des formules mathématiques, d'autres des roses des vents ou des cartes célestes. Au centre, un mot unique était gravé en lettres élégantes, « Commencement ». « On dirait une carte au trésor », dit Léo, son scepticisme adolescent vacillant face à son excitation. Stéphane suivit un des symboles du doigt. Le bois était lisse, patiné par le temps. Ce n'est pas fait au hasard. Quelqu'un y a passé un temps fou. Pierre Moreau, proposa Chloé, se souvenant du portrait. J'en en a peut-être jamais parlé, mais il n'a sans doute jamais regardé derrière le papier peint. Ils passèrent l'heure qui suivit à scruter les gravures, les photographiant et les recopiant. Les symboles obéissaient à une logique qui leur échappait. Certains étaient astronomiques, d'autres géométriques, d'autres encore semblaient former un code. « Il faut qu'on fasse des recherches », conclut Stéphane. La bibliothèque ou la société historique ont peut-être des archives. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le cellier, Chloé remarqua autre chose. « Papa, regarde. » Elle désignait une petite inscription gravée en bas du mur, presque invisible dans l'ombre. Stéphane s'accroupit et lut à voix haute, « Pour qui cherche ce qui fut perdu, le chemin débute par la connaissance du passé. » C'est clairement un indice, affirma Léo, son cynisme s'étant mué en une vive curiosité. Le trajet vers la bibliothèque municipale de Valvert fut animé de conjectures. Chloé, à l'arrière, dessinait les symboles de mémoire, tandis que Léo cherchait des informations sur Pierre Moreau sur son téléphone. « Écoutez, dit Léo, lisant un site de généalogie. Pierre Moreau,
né en 1854, a bâti sa fortune dans les chemins de fer et construit la maison en 1898. Il était réputé pour son excentricité et sa passion pour les énigmes et les codes. Énigmes et codes, répéta Stéphane. Oui. Il est dit qu'il appartenait à plusieurs sociétés savantes et aimait créer des devinettes complexes pour ses amis. Il a même publié un traité de cryptographie en 1925. La section d'histoire locale de la bibliothèque se trouvait dans une aile calme, sous la responsabilité de Madame Leclerc, une bibliothécaire chevronnée. Quand Stéphane lui exposa l'objet de leur visite, ses yeux pétillèrent. « Pierre Moreau », dit-elle songeuse en sortant de lourds ouvrages. Un nom que l'on n'entend plus guère. C'était un sacré personnage, si j'en crois les écrits. Les livres contenaient des photos de la maison à sa grande époque, des chroniques mondaines du journal local, et des documents commerciaux de Moreau. Mais ce fut un article de 1929 qui retint l'attention de Stéphane. Disparition du baron du Rail. Le titre annonçait « Le millionnaire Pierre Moreau et sa famille s'évanouissent dans la nature ». L'article rapportait que la famille Moreau avait quitté la ville en octobre 1929, quelques jours avant le krach boursier. Leur départ fut si soudain qu'ils laissèrent derrière eux personnel, factures et une maison meublée. C'est curieux, songea Stéphane. S'il est parti si vite, comment a-t-il eu le temps de graver tous ces symboles? Madame Leclerc se pencha pour lire l'article. Des rumeurs ont couru. On disait qu'il avait anticipé la crise et pris ses dispositions. D'aucuns pensaient qu'il avait mis sa fortune à l'abri avant de partir. Mis sa fortune à l'abri? Demanda Chloé. Du folklore local, répondit Madame Leclerc en souriant. Toutes les vieilles demeures ont leur légende de trésors, mais Pierre Moreau aimait les énigmes. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu concevoir une chasse au trésor, c'est lui. Ils passèrent le reste de la journée à chercher, à copier des documents, et à se faire une idée de Pierre Moreau, un homme qui avait prévu le désastre économique et agi pour protéger sa fortune. Plus ils en apprenaient, plus les symboles gravés prenaient l'allure d'autre chose qu'un simple décor. En rentrant, le téléphone de Stéphane sonna. C'était sa sœur, Sandrine. « Stéphane, je pensais à cette maison, dit-elle d'emblée. Nicolas et moi, on veut t'aider pour les frais de démolition. On ne peut pas te laisser te ruiner avec ça. Je n'ai pas l'intention de la démolir, répliqua Stéphane. Sois raisonnable. Tu n'as pas les moyens de la rénover. Reste pragmatique. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui qui pourrait tout changer. Quoi donc? Stéphane regarda ses enfants, qui ne perdaient pas une miette de la conversation. Je ne sais pas encore, mais je crois que l'héritage de l'oncle Jean a plus de valeur qu'on ne le pensait. Stéphane, ne me dis pas que tu te lances dans une quête de trésors imaginaires. Je me lance dans l'idée que cette maison recèle plus qu'elle n'en a l'air. Sandrine soupira. Tu vas au-devant d'une grande déception. Et pire, tu y entraînes les enfants. Après avoir raccroché, Stéphane resta dans sa voiture, devant leur immeuble, à contempler les photos des symboles. Chloé et Léo attendaient, conscients du dilemme de leur père. Papa, dit Chloé. On va essayer de la résoudre? Stéphane regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis l'expression faussement détachée de Léo. Ils avaient si peu de choses à eux. La maison était peut-être en ruine, mais elle était leur, et recelait peut-être des secrets capables de tout changer. Oui, dit-il, surpris par sa propre fermeté. On va essayer de la résoudre. En montant les escaliers de l'appartement, Stéphane ressentit une émotion oubliée depuis des années, le frisson d'un mystère à percer. Les gravures n'étaient pas de simples décorations. C'était le legs de Pierre Moreau, une énigme qui avait attendu un siècle le bon détective. Ce soir-là, en couchant ses enfants, Chloé posa la question qui les taraudait tous. « Papa, et si on trouvait quelque chose pour de vrai ?» Stéphane sourit, se rappelant la détermination des mots gravés par Moreau. « Alors on prouvera que les choses impossibles sont parfois simplement celles que personne n'a osé tenter. » Dehors, les lumières de Valvert brillaient, et quelque part en ville, la maison du Val attendait, gardant ses secrets encore un jour. Le samedi matin suivant vit l'arrivée de visiteurs inattendus à la maison du Val. Stéphane montrait à Chloé comment utiliser un niveau à bulles quand des portières claquèrent dans l'allée. Il vit son frère et sa sœur, Sandrine et Nicolas, descendre de la Mercedes étincelante de Sandrine, l'air à la fois curieux et inquiet. « Super », grommela Léo, posté près du mur gravé dont il photographiait les symboles. « Les renforts sont là.
Sois aimable, le reprit Stéphane, bien qu'il sentît la tension monter en lui. Il aurait voulu avancer davantage avant d'affronter le jugement de sa famille. Sandrine pénétra dans le vestibule avec l'assurance d'une experte en immobilier. Ses talons résonnèrent sur le parquet usé tandis qu'elle balayait la demeure d'un œil critique. Nicolas la suivit, son instinct d'assureur relevant aussitôt les risques potentiels. « Mon Dieu, Stéphane » souffla Sandrine en constatant l'ampleur des lieux. « C'est gigantesque. » 17 pièces, annonça fièrement Chloé, surgissant aux côtés de sa tante. « Et des passages secrets. » « Des passages secrets ?» Nicolas arqua un sourcil. « Chloé, ce n'est pas un roman d'aventure. »« Venez voir » insista Chloé, les menant au cellier et à ses symboles. La réaction de Sandrine fut nette et sans appel. « Stéphane, ce ne sont que de vieilles gravures. Elles ont peut-être une valeur pour un antiquaire, mais ça ne justifie pas de te ruiner en rénovation. »« Ce ne sont pas des gravures, » rétorqua Léo sur un ton défensif. « C'est une énigme. On s'est renseigné sur Pierre Moreau. Il était connu pour ses codes et ses devinettes. » Nicolas examina les symboles avec le scepticisme d'un homme de chiffres. « Même si c'est une énigme, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle mène à quelque chose de valeur ?»« Ceci, » dit Stéphane en leur montrant l'article sur la disparition de Moreau. « Il a disparu juste avant la crise de 1929. Un homme aussi riche ne s'évanouit pas sans un plan. Ou alors il a fait faillite comme tout le monde et n'a pas supporté la honte, » objecta Sandrine. « Stéphane, tu te berces d'illusions. » Une autre voiture interrompit leur débat. Une berline noire se gara, et un homme en costume impeccable en descendit. Grand, mince, les cheveux poivre et sel, il avait l'assurance de ceux qui réussissent. « Monsieur Dubois » dit l'homme en tendant la main. « Olivier Leclerc, du groupe de développement Leclerc. Pardonnez mon intrusion, mais j'ai appris pour votre héritage et je souhaitais vous faire une proposition. » Stéphane lui serra la main, méfiant. « Quelle proposition ? » Une proposition généreuse. J'achète des biens en difficulté et je suis prêt à offrir plus que la valeur du marché pour ce terrain. Paiement comptant, vente rapide. Sans conditions suspensives. La maison n'est pas à vendre, déclara Stéphane. Le sourire d'Olivier ne s'effaça pas. Je sais que vous avez un arrêté de démolition. C'est un coût, sans compter l'entretien d'une telle propriété. Je peux régler tous vos soucis avec un seul chèque. Sandrine intervint, son flair commercial en alerte. De quelle proposition parle-t-on ? 200 000 € pour le bien en l'état, dit Olivier posément. C'est très généreux, vu l'état et l'arrêté de démolition. 200 000 €? Siffla Nicolas. Stéphane, c'est plus que ton salaire de 4 ans. La propriété n'est pas à vendre, répéta Stéphane, mais sans conviction. Pensez à vos enfants, poursuivit Olivier, persuasif. Cet argent paierait leurs études, leur assurerait un avenir. Que peut leur offrir cette vieille bicoque, sinon des dettes ? Chloé se serra contre son père, sa main trouvant la sienne. Papa, on veut résoudre l'énigme. Le sourire d'Olivier se figea une fraction de seconde. Quelle énigme ? Oh, rien, dit Sandrine vivement. Des histoires d'enfants. Vous savez ce que c'est. Mais le regard d'Olivier s'était fait plus perçant. J'ai entendu les légendes sur cet endroit, des histoires de trésors cachés. Vous n'y croyez tout de même pas. Évidemment que non, coupa Nicolas. Nous sommes des gens terre à accent grave terre. Après le départ d'Olivier, qui laissa son offre ouverte, un silence gêné s'installa. La visite du promoteur avait changé la donne, rendant les problèmes de la maison plus concrets et la promesse de l'énigme plus fragile. Stéphane, dit doucement Sandrine, 200 000 €, ça changerait ta vie. Je sais. Les enfants seraient à l'abri, leurs études payées, leur avenir assuré. Je sais. Alors pourquoi refuses-tu d'y penser ? Stéphane regarda la splendeur des Cathy du vestibule. Parce que c'est la première chose que je possède que je n'ai pas subie. La première chose qu'il m'appartient de sauver ou de laisser mourir. C'est de l'égoïsme, lança Nicolas. Il ne s'agit pas que de toi. Tu as des charges. Je pense à mes charges, répliqua Stéphane, sa voix s'affermissant. Je pense à apprendre à mes enfants qu'il faut parfois se battre pour ses convictions, même si on passe pour un fou. La dispute aurait pu s'envenimer,
mais la voix de Chloé s'éleva. J'ai trouvé une partie de la solution. Tous se tournèrent vers elle. Elle était près du mur gravé, son carnet à la main. Ce n'est pas une seule énigme, expliqua-t-elle avec excitation. C'est une série d'énigmes. Chaque symbole est un indice. Et celui-ci, elle montra un motif circulaire, c'est un plan de la maison. Un plan? Stéphane s'agenouilla près d'elle. Regarde, les cercles correspondent au plan. Le grand cercle, c'est le vestibule. Les petits, ce sont les pièces. Et ces lignes, elle suivit les fines gravures, ce sont des passages secrets. Léo les rejoignit, son scepticisme cédant à l'admiration pour la perspicacité de sa sœur. Elle a raison. On voit l'escalier ici, et la cuisine est marquée par ce symbole de foyer. S'il y a des passages secrets, dit Stéphane, il y a peut-être aussi des pièces secrètes. Sandrine secoua la tête. Même si c'était vrai, ça ne change rien au fait que tu n'as pas les moyens de rénover. Et si on trouvait quelque chose qui justifie la rénovation? Demanda Chloé. Comme quoi? Ce que cachait Pierre Moreau. Nicolas consulta sa montre. Je dois y aller. Stéphane, promets-moi de réfléchir à l'offre d'Olivier Leclerc. J'y réfléchirai, dit Stéphane, sans quitter des yeux les dessins de sa fille. Une fois son frère et sa sœur partis, Stéphane s'assit sur le porche avec ses enfants, regardant le soleil décliner sur le parc à l'abandon. La maison se dressait derrière eux, ses fenêtres sombres et mystérieuses. Papa, dit Léo. Tu crois vraiment qu'on peut y arriver? Je crois qu'on peut essayer, répondit Stéphane. Et parfois, essayer, c'est l'essentiel. Même si on ne trouve pas de trésor? Stéphane réfléchit. Même. Car le vrai trésor, ce n'est pas la trouvaille, c'est ce qu'on apprend sur soi en cherchant. En partant, Chloé fit une dernière découverte. Dans un coin du mur gravé, presque invisible, une minuscule flèche pointait vers la bibliothèque. En dessous, une inscription à peine lisible, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Voilà notre prochain indice, annonça-t-elle, triomphante. Stéphane sourit, se sentant habité d'une détermination nouvelle. Demain, ils exploreraient la bibliothèque, sur les traces de Pierre Moreau. Ce soir, ils rêveraient de possibilités, non de contraintes, de mystères, non de factures, d'un avenir bâti sur l'audace, non sur le compromis. La maison, silencieuse dans la nuit, gardait ses secrets. Mais un vent de changement soufflait sur la maison du Val, porté par un père qui avait enfin trouvé une cause à défendre. La bibliothèque de la maison du Val avait été le refuge de Pierre Moreau, et malgré son état de délabrement, on y devinait encore sa splendeur passée. Des bibliothèques intégrées couvraient 3 murs, leur bois de cerisier terni mais toujours magnifiquement ouvragé. Un bureau imposant trônait au centre de la pièce, son plateau de cuir craquelé mais toujours majestueux. Après la découverte par Chloé de la flèche pointant vers la bibliothèque, la famille était revenue le dimanche matin, plus déterminée que jamais. Stéphane avait apporté des outils et du matériel de nettoyage, les enfants leurs carnets, appareils photo et la volonté de percer le mystère de Pierre Moreau. La flèche indiquait cette direction, dit Chloé, se référant à ses croquis. L'indice suivant doit être ici. La pièce avait une atmosphère différente, plus intime. Des livres gisaient là où ils étaient tombés, leurs pages jaunies. Un globe terrestre sur pied de laiton montrait un monde aux frontières révolues. Regardez ça, dit Léo, qui avait ouvert les tiroirs du bureau. Il y a des tonnes de papier. Stéphane le rejoignit, examinant les documents. La plupart étaient des archives commerciales, mais il y avait aussi des photos de famille, des lettres de Marie, l'épouse de Pierre, et ce qui semblait être des pages de journal intime. « Papa, écoute ça, dit Stéphane, lisant une lettre de septembre 1929. « Ma chère Marie, je crains que notre monde confortable ne soit sur le point de s'écrouler. Les signes sont là. J'ai pris des dispositions, tout en priant pour que je me trompe. » Il avait prédit la crise, dit Chloé, qui explorait les étagères. Comme dans le journal. Il y a autre chose, continua Stéphane. J'ai tracé une piste pour les générations futures, si elles se montrent dignes du trésor que j'ai dissimulé. Le chemin n'est pas pour les paresseux ou les sots, mais pour ceux qui chérissent la connaissance et la persévérance plus que la richesse. Léo cessa de trier les papiers. Il a vraiment caché quelque chose. Et il voulait qu'on le trouve,
ajouta Chloé, mais seulement les bonnes personnes. En poursuivant ses recherches, Stéphane fut attiré par une section de la bibliothèque. Les livres y semblaient arrangés selon une logique précise, non pas alphabétique ou thématique. « Chloé, viens voir », appela Théil. Son œil d'artiste perçut aussitôt ce qu'il avait vu. Ils sont classés par couleur et taille, c'est un code. Tu arrives à lire? Chloé pencha la tête. C'est difficile, il manque des livres, mais je crois que ça forme des mots. Elle esquissa le motif. Elle a. CHAMBRE. La chambre, répéta Léo. Quelle chambre? La réponse vint de manière inattendue. En voulant prendre un des livres, Stéphane sentit qu'il bougeait. Ce n'était pas un livre, mais une boîte en bois en forme de livre. À l'intérieur, un journal relié en cuir, rempli de l'écriture de Pierre Moreau. Le voici, murmura Stéphane, ému. Son journal intime. Le journal était divisé en sections. L'une d'elles, intitulée « Le projet de préservation », daté de l'été 1929, retint leur attention. « J'ai passé ces derniers mois à me préparer à l'inévitable », avait écrit Pierre. Les signes économiques sont clairs. L'effondrement sera brutal. J'ai donc agi pour préserver non seulement notre fortune, mais aussi l'héritage de nos accomplissements. Le journal décrivait la création de « La Chambre », une pièce secrète où il avait entreposé objets de valeur, documents et titres, protégés par une série d'énigmes. La première clé est dans la compréhension du fondement de la connaissance, écrivait-il. Qui ne cherche que l'or ne trouvera que poussière. Qui chérit la sagesse trouvera des richesses incommensurables. Fondement de la connaissance, répéta Stéphane. Pierre était un homme cultivé. Pendant ce temps, Chloé examinait la cheminée au fond de la pièce. Elle avait un don pour remarquer les détails. « Papa, regarde », appela-t-elle. La cheminée était somptueuse, mais Chloé avait vu que certaines sculptures n'étaient pas que décoratives. Dissimulés dans les motifs végétaux se trouvaient les mêmes symboles que dans le cellier. C'est une autre partie de l'énigme, annonça Théel. Stéphane et Léo la rejoignirent. Les symboles étaient si bien intégrés qu'on pouvait facilement les manquer. On dirait une équation, dit Léo en montrant des chiffres. Et ça, c'est de l'astronomie, ajouta Stéphane, reconnaissant des constellations. Mais qu'est-ce que ça signifie? Demanda Chloé. La réponse était dans le journal. En octobre 1929, Pierre avait écrit « Les derniers préparatifs sont faits. La chambre est scellée, la voie tracée. J'ai caché 3 clés, la première au lieu de la nourriture, la seconde au lieu du savoir, la troisième au lieu du repos. Quand les 3 seront réunis, la chambre livrera ses secrets. » La première clé était dans le cellier, dit Stéphane, excité. Le lieu de la nourriture. La deuxième est ici, dans la bibliothèque, ajouta Léo. Le lieu du savoir. Donc la troisième est dans une chambre, conclut Chloé. Le lieu du repos. Ils passèrent l'après-midi à documenter leurs trouvailles. Le journal révélait un homme à la fois pragmatique et idéaliste, qui avait vu venir la catastrophe et agi pour protéger son héritage. Il se souciait vraiment de l'avenir, remarqua Chloé. Il voulait que son trésor aille à des gens qui le méritent. Comme nous? Demanda Léo. Comme ceux qui n'abandonnent pas, dit Stéphane. Ceux qui valorisent la collaboration et les leçons du passé. En partant, le téléphone de Stéphane sonna. C'était Olivier Leclerc. Monsieur Dubois, j'espère que vous avez réfléchi à mon offre, dit-il. Je suis prêt à monter à 250 000 € pour une vente cette semaine. Pourquoi si pressé? Demanda Stéphane. D'autres projets en dépendent. Le temps, c'est de l'argent. Il me faut plus de temps. Bien sûr, mais ne tardez pas. Ces occasions sont rares. Stéphane rapporta la conversation à ses enfants. L'offre augmentait et l'empressement d'Olivier l'intriguait. Pourquoi un promoteur s'intéressait-il tant à une ruine? Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ignorons, suggéra Léo. Ou quelque chose que nous savons, dit Chloé. Comment ça? Peut-être qu'il a aussi entendu parler du trésor. C'est peut-être pour ça qu'il veut la maison. Cette pensée glaça Stéphane. Si Olivier Leclerc était au courant, c'était une course contre la montre. L'arrêté de démolition leur laissait 90 jours,
mais si Olivier agissait, ils avaient peut-être moins de temps. Il faut aller plus vite, dit Stéphane, déterminé. Demain, on cherche la troisième clé. En rentrant à la tombée de la nuit, la maison du Val se profilait, mystérieuse. Quelque part en ses murs, la chambre de Pierre Moreau attendait. La trouverait-il avant que d'autres ne découvrent leur quête? La chambre de maître de la maison du Val occupait l'aile du deuxième étage. Ses hautes fenêtres donnaient sur les jardins en friche et la ville. Malgré les dégâts, la pièce conservait une élégance qui témoignait du goût de ses anciens habitants. Stéphane se tenait sur le seuil avec ses enfants, le journal de Pierre Moreau en main, cherchant des indices sur la troisième clé. Le journal était vague sur le « lieu du repos », disant seulement qu'il détenait la pièce finale du puzzle. « C'est immense », souffla Chloé. La lumière du matin faisait danser la poussière. « Par où commencer ?» demanda Léo, inspectant la pièce. Un grand lit à baldaquin trônait au centre. Une cheminée, similaire à celle de la bibliothèque, occupait un mur. Comme pour les autres, dit Stéphane. On cherche quelque chose qui détonne. Ils commencèrent par la cheminée, mais son manteau sculpté ne semblait que décoratif. Les armoires étaient vides. Ce fut Chloé qui fit la découverte. En examinant le cadre du lit, elle remarqua quelque chose d'étrange sur la tête de lit. « Papa, viens voir. » La tête de lit était ornée de sculptures complexes. Mais en passant la main sur une section, Chloé sentit qu'elle bougeait. « Ça bouge, dit-elle. » Stéphane la rejoignit et appuya sur la section. Avec un déclic, un petit panneau coulissa, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, un petit objet en métal enveloppé dans un tissu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léo. Stéphane déballa l'objet. C'était un fragment de métal triangulaire, gravé de symboles. Mais il était incomplet. « C'est un morceau de quelque chose de plus grand, dit-il. On voit où il s'emboîterait. » Une pièce de puzzle, observa Chloé. Exactement. Ce doit être la troisième clé, mais ce n'est qu'une partie. Ils comparèrent le fragment à leur croquis des symboles du cellier et de la bibliothèque. Le lien était évident. Les trois lieux contiennent des pièces du même puzzle. Il faut retourner dans les autres pièces, dit Léo. Les autres morceaux doivent y être. Ils retournèrent au cellier et, derrière une planche, trouvèrent un autre fragment de métal. Plus grand, il s'emboîtait parfaitement avec le premier. 2 sur 3, dit Stéphane, excité. Le fragment de la bibliothèque fut le plus difficile à trouver. Chloé finit par le dénicher dans le pied creux d'une petite table. Une fois les trois pièces assemblées, elles formèrent une clé triangulaire complète, couverte des mêmes symboles que ceux des murs. « C'est magnifique, dit Chloé. Mais qu'est-ce que ça ouvre ?» La chambre, répondit Stéphane, se référant au journal. La clé ouvre l'entrée où il a caché son héritage. Mais où est l'entrée? Demanda Léo. Le journal l'indiquait. La chambre se trouve sous le fondement de la connaissance, accessible seulement à ceux qui comprennent que la vraie richesse repose sur des bases solides. Sous le fondement de la connaissance, répéta Stéphane. La cave, sous la bibliothèque. Pierre jouait sur les mots. Ils descendirent à la cave, un lieu qu'ils avaient jusqu'alors évité. L'air était humide, les marches glissantes. La torche de Stéphane révéla un dédale de pièces. C'est un labyrinthe, dit Léo. Pierre l'a conçu ainsi, dit Stéphane en lisant le journal. Pour s'assurer que seuls les plus déterminés trouveraient la chambre. Ils cherchèrent pendant plus d'1 heure, sans succès. Ce fut la clé qui révéla le secret. Dans la pièce sous la bibliothèque, Chloé sentit la clé vibrer dans sa main. « Papa, ça bouge, dit-elle, émerveillée. Stéphane prit la clé. La vibration s'intensifiait près d'un mur. Une sorte de résonance magnétique, dit-il. Pierre a dû cacher du métal dans le mur. Ils trouvèrent le mécanisme là où la vibration était la plus forte, une fente dans la pierre, dissimulée en fissure, où la clé s'inséra parfaitement. Stéphane la tourna, et le bruit d'engrenage se fit entendre. Une section du mur pivota, révélant un passage sombre. On a réussi, souffla Léo, son cynisme envolé. On a trouvé la chambre de Pierre, ajouta Chloé, admirative. Le passage était étroit. Stéphane ouvrait la marche avec sa torche.
Les murs étaient gravés des mêmes symboles. Après une quinzaine de mètres, le passage déboucha sur une chambre circulaire. La torche de Stéphane balaya l'espace, révélant une scène stupéfiante. La chambre était remplie de caisses, de classeurs et de vitrines. Au mur, des documents encadrés, certificats, obligations, actions de sociétés connues. C'est authentique? Demanda Léo. Stéphane s'approcha d'une vitrine. Les documents qu'elle contenait lui firent trembler les mains. Des actions de société qui avaient survécu à la crise, des obligations ferroviaires arrivées à échéance, des documents d'investissement représentant des fortunes. Papa, murmura Chloé, ça vaut combien, tout ça? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit les glaça, des pas dans le passage. Quelqu'un d'autre était là. Vite, chuchota Stéphane, éteignez les lumières. Ils se cachèrent dans le noir, écoutant les pas se rapprocher. Un faisceau lumineux apparut. Une voix qu'il connaissait trop bien retentit. Je sais que vous êtes là, monsieur Dubois, dit Olivier Leclerc. Il faut qu'on parle. Olivier Leclerc pénétra dans la chambre, son costume chic détonnant dans ce décor souterrain. Sa torche balaya les trésors avant de se fixer sur Stéphane et ses enfants, postés devant les vitrines. Belle trouvaille, dit Olivier, sa voix dépourvue de toute amabilité. Pierre Moreau était plus rusé qu'on ne le pensait. Comment saviez-vous? Exigea Stéphane, se plaçant devant ses enfants. Comme vous. Recherche, patience, et un grand respect pour l'intelligence du vieil homme. Le sourire d'Olivier était glacial. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple professeur suppléant résolve les énigmes si vite. Vous nous surveillez, dit Chloé, indignée. Je suivais vos progrès, oui. C'était plus simple que de résoudre les énigmes moi-même, vu votre efficacité. Olivier s'avança, sa torche révélant d'autres trésors. Maintenant que vous avez trouvé la chambre, notre collaboration prend fin. Collaboration? S'emporta Léo. On n'est pas collaborateur. C'est notre héritage. Légalement, peut-être. Mais en réalité, vous êtes des enfants qui jouent avec des choses qui les dépassent. Olivier sortit son téléphone. Avez-vous une idée de ce que vous avez trouvé? Stéphane garda le silence, mais son esprit s'emballait. Si les titres étaient authentiques, ils pouvaient valoir des millions. Mais la présence d'Olivier signifiait que d'autres étaient au courant. Ce ne sont pas de vieux papiers, continua Olivier. Pierre Moreau était un visionnaire. Il a vu venir la crise et a investi dans des entreprises qu'il savait durables. Des obligations ferroviaires qui valent aujourd'hui 50 fois leur valeur. Des actions de société devenues des leaders. Des titres d'État qui rapportent des intérêts depuis près d'un siècle. Combien? Demanda Stéphane à voix basse. Au bas mot, 200 millions d'euros. Peut-être plus. Le chiffre assomma Stéphane. 200 millions. De quoi changer sa vie et celle de ses proches, sauver la maison, assurer l'avenir de ses enfants au-delà de ses rêves les plus fous. Bien sûr, poursuivit Olivier, pour réaliser cette valeur, il faut une expertise, des contacts et des moyens que, franchement, vous n'avez pas. L'authentification prendra des mois. Les démarches juridiques, des années. Sans compter les éventuelles contestations. Qui contesterait? Demanda Stéphane, devinant la réponse. D'autres parents de Moreau. Des créanciers. L'État, qui pourrait revendiquer des biens abandonnés. Le sourire d'Olivier s'élargit. Ça pourrait vite coûter très cher. Mais nous avons les papiers de l'héritage, dit Chloé. L'oncle Jean a légué la maison à papa. Il a légué une maison, corrigea Olivier. Rien sur un trésor caché. Un bon avocat pourrait arguer que le trésor ne fait pas partie de la succession. Stéphane sentit le poids des arguments d'Olivier. Il avait raison. Le plus dur n'était pas de trouver le trésor, mais de le réclamer. Cependant, continua Olivier, je peux simplifier les choses. Je vous rachète vos droits sur la propriété et son contenu pour 5 millions d'euros, cash. Pas de procès, pas de délai, pas de risque. 5 millions, répéta Léo. C'est une offre généreuse. Vous partez riche, je gère les complications. Tout le monde est gagnant. Stéphane regarda la chambre. 5 millions d'euros, c'était une somme inimaginable. Elle résoudrait tous ses problèmes.
Mais quelque chose clochait. Olivier était trop pressé, trop bien préparé. S'il était prêt à payer 5 millions sans authentification, le trésor valait bien plus. Il nous faut du temps pour réfléchir, dit Stéphane. Bien sûr. Mais ne tardez pas. Ce genre de nouvelles se propage vite. Olivier se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et monsieur Dubois, soyez très prudent. Il y a des gens qui tueraient pour un tel magot. Après son départ, la famille resta silencieuse, abasourdie. La chambre au trésor, découverte magique, était devenue un fardeau dangereux. Papa, dit Chloé, je ne lui fais pas confiance. Moi non plus, dit Stéphane. Mais il a raison sur un point, c'est plus compliqué qu'on ne le pensait. Ils explorèrent la chambre, documentant leurs trouvailles. Le trésor était encore plus vaste qu'Olivier ne l'avait laissé entendre, pièces rares, bijoux, artefacts historiques. Mais aussi des objets personnels, photos, lettres, et un journal intime. La dernière entrée, juste avant la disparition de la famille, était poignante. J'ai fait tout mon possible pour préserver notre héritage. La chambre est prête, les indices en place. Si nous devons partir, j'espère qu'un jour quelqu'un de digne trouvera ce que nous avons caché. Puisse-t-il l'utiliser avec sagesse, et se souvenir que la vraie richesse n'est pas l'or, mais les liens familiaux et le courage d'affronter l'avenir. On dirait toi, papa, dit Chloé. Comment ça? Il se souciait plus de sa famille que de l'argent, comme toi. Les larmes montèrent aux yeux de Stéphane. Pierre Moreau avait fait face au même choix. En quittant la chambre, Stéphane prit une décision. Au lieu d'être accablé, il se sentit en paix. Pierre Moreau leur avait laissé plus que de l'argent, un test de caractère. On ne vend pas à Olivier Leclerc, annonça-t-il. Mais papa, protesta Léo, 5 millions. C'est moins que ce qu'on mérite, et plus que ce dont on a besoin, coupa Stéphane. Pierre n'a pas caché ce trésor pour qu'il soit vendu au plus offrant. Il l'a caché pour quelqu'un qui construirait quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Chloé. Stéphane regarda une dernière fois la chambre. On va découvrir la valeur réelle de ce trésor, et on décidera comment l'utiliser pour honorer la mémoire de Pierre et assurer notre avenir. En remontant, Stéphane sentit un nouveau poids sur ses épaules. Non plus celui de la pauvreté, mais celui de la richesse et des responsabilités qu'elle implique. Derrière eux, la chambre attendait, détenant des secrets qui allaient bouleverser leur vie. Aurait-il la force et la sagesse d'être à la hauteur? La révélation vint 3 jours plus tard, d'une visiteuse inattendue qui allait tout changer. Madame Leclerc, la bibliothécaire, arriva à la maison de campagne, une épaisse enveloppe à la main. J'ai continué à penser à votre chasse au trésor, dit-elle. L'intérêt d'Olivier Leclerc me semblait suspect, j'ai donc poussé mes recherches. Stéphane servit du thé pendant que ses enfants s'installaient autour de Madame Leclerc. Ils avaient passé les derniers jours à inventorier le contenu de la chambre, une tâche lente et frustrante. Qu'avez-vous trouvé? Demanda Chloé. Madame Leclerc étala des documents sur la table. J'ai découvert qui est vraiment Olivier Leclerc. Le premier document était un arbre généalogique. En haut, le nom de Pierre Moreau. En bas, relié par une série de mariages et de naissances, celui d'Olivier Leclerc. C'est son arrière-arrière-petit-neveu, expliqua Madame Leclerc. Son arrière-arrière-grand-mère était la sœur de Pierre, Anne Moreau Leclerc. Il est donc de sa famille? Demanda Léo. Plus que ça, continua Madame Leclerc en montrant un autre document. Selon ce testament de 1925, si Pierre mourait sans héritier direct, sa succession revenait à la lignée de sa sœur Anne. Mais à une condition, que les héritiers prouvent qu'ils sont dignes de l'héritage Moreau. C'est-à-dire? Demanda Chloé. Madame Leclerc sourit. Il devait résoudre l'énigme et trouver le trésor caché, comme vous. L'information frappa Stéphane de plein fouet. Olivier Leclerc n'était pas un simple promoteur. Il était un héritier légitime, avec autant de droits sur le trésor qu'eux. Voire plus. Mais alors, dit Léo, pourquoi n'a-t-il pas revendiqué la propriété légalement? Parce qu'il n'a pas réussi à résoudre l'énigme, répondit Madame Leclerc. Les archives montrent que la famille Leclerc connaissait ce lien depuis des décennies. Ils ont tenté de fouiller la maison, sans jamais trouver la chambre. Il avait donc besoin de nous, conclut Stéphane. Exactement.
Il attendait que quelqu'un réussisse. Votre héritage a été son opportunité. Mais l'oncle Jean a légué la maison à papa, protesta Chloé. Jean a hérité de la maison de son propre oncle, qu'il avait achetée à la banque après la disparition de Pierre, expliqua Madame Leclerc. La propriété de la maison et celle du trésor sont deux choses distinctes. Stéphane se sentit piégé. Ils avaient résolu l'énigme, mais si Leclerc était l'héritier, leur découverte ne valait peut-être rien. Il y a autre chose, dit Madame Leclerc, sortant un dossier. J'ai trouvé les plans originaux de la maison, ceux de Pierre. Elle les déplia. L'agencement de la maison était bien plus complexe qu'il ne le pensait, truffé de passages secrets et de chambres cachées. La maison entière est un puzzle, expliqua Madame Leclerc. Chaque détail a été conçu pour protéger le trésor. Ce n'est pas une simple maison, c'est une gigantesque boîte à énigmes. Un puzzle mécanique, dit Chloé. Exactement. Et selon ces plans, la chambre que vous avez trouvée n'est que le début. Il y en a plusieurs autres. Léo étudia les plans. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est la première chambre forte? C'est cela, dit Madame Leclerc. Il y en a au moins 3 autres. La valeur totale? Demanda Stéphane. Près de 500 millions d'euros, d'après ses inventaires. La somme était vertigineuse. Mais voici le point crucial, continua Madame Leclerc. Le testament de Pierre stipule que la propriété revient à celui qui résout l'énigme dans son intégralité, qui accède à toutes les chambres fortes. Donc, trouver la première chambre ne suffit pas, dit Stéphane. Vous êtes en lice. Mais le trésor revient à celui qui relève le défi final. Quel est ce défi? Demanda Chloé. Madame Leclerc sourit. C'est ce qu'il faut découvrir. Mais je pense que ce n'est pas qu'une question d'énigme. Il faut prouver que vous utiliserez le trésor à bon escient. À cet instant, le téléphone de Stéphane sonna. C'était Olivier Leclerc. Monsieur Dubois, j'ai réfléchi. Je vous offre 10 millions, mais il me faut une réponse aujourd'hui. Pourquoi si pressé? Parce que ma revendication légale est plus solide que je ne le pensais. Si nous allons au tribunal, vous n'aurez rien. Stéphane regarda ses enfants et Madame Leclerc, qui secouait la tête. Il me faut plus de temps. Le temps nous est compté. Je dépose une requête demain. La propriété sera bloquée pendant des années. Après avoir raccroché, Stéphane était anéanti. Ils étaient passés du rêve au risque de tout perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Léo. On finit ce qu'on a commencé, dit Stéphane, résolu. Si Pierre a conçu un test, on doit le réussir. Mais Olivier a la loi pour lui, fit remarquer Chloé. Les lois peuvent être contestées, dit Madame Leclerc. Mais si vous relevez le défi complet, votre position sera bien plus forte. Le testament dit que le trésor revient au plus digne. Et comment le prouver? Demanda Stéphane. Madame Leclerc sourit en dépliant les plans. On résout le reste de l'énigme. Avant qu'Olivier Leclerc ne comprenne ce qu'on cherche vraiment. En étudiant les plans, Stéphane sentit sa détermination revenir. Ils étaient allés trop loin pour abandonner. Pierre Moreau avait conçu sa chasse au trésor pour des gens comme eux, qui apprécieraient le voyage autant que la récompense. La maison n'était plus un bâtiment, mais un puzzle vivant. On commence par où? Demanda Chloé. Stéphane regarda ses enfants, y voyant le courage qui les avait menés jusqu'ici. On commence par se souvenir des mots de Pierre. La vraie richesse, c'est le courage d'affronter l'avenir et la sagesse d'utiliser ce qu'on a pour aider les autres. Tu crois qu'on peut le battre? Demanda Léo. Je crois qu'on peut se montrer digne de l'héritage de Pierre, répondit Stéphane. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Dehors, des nuages noirs s'amoncelaient sur Valvert. Mais à l'intérieur, la famille Dubois se préparait au défi de sa vie. Le vrai test ne faisait que commencer. La clé maîtresse n'était pas un objet, mais un concept tissé dans toute l'œuvre de Pierre Moreau. À l'aube, la famille Dubois était réunie dans le grand hall, entourée de plans, de photos et de notes. Il ne s'agit pas de trouver une autre clé, dit Stéphane, la voix fatiguée. Il s'agit de comprendre la logique qui relie toutes les énigmes. Ils avaient 48 heures. Olivier Leclerc avait mis sa menace à exécution,
et une ordonnance judiciaire leur interdisait de rien sortir de la propriété. Mais ils pouvaient encore explorer. Le motif est partout, dit Chloé, montrant ses croquis. Chaque pièce a la même structure, une énigme, un indice, une clé, un niveau supérieur. Mais le dernier niveau est différent, ajouta Léo. D'après les plans, la chambre forte principale ne s'ouvre pas avec une clé physique. Il faut démontrer qu'on a compris la véritable équation de la richesse. Madame Leclerc leva les yeux d'une pile de documents. J'ai peut-être trouvé ce qu'il voulait dire. Elle tenait une lettre de 1928, de la main de Pierre. Elle lut « La richesse n'est pas l'accumulation d'argent, mais la multiplication du potentiel humain. Chaque euro investi doit créer des opportunités pour autrui. La vraie mesure d'une fortune n'est pas ce qu'elle achète, mais ce qu'elle bâtit. » Il parlait d'aider les gens, dit Chloé. Plus que ça, dit Stéphane. Il parlait de créer un changement durable, de construire quelque chose qui perdurerait après lui. C'est pour ça qu'il a caché le trésor, comprit Léo. Il attendait quelqu'un qui l'utiliserait correctement. Une agitation extérieure les interrompit. Olivier Leclerc arrivait avec une armée d'assistants, de gardes du corps et une équipe de tournage. Que fait-il ? Demanda Chloé. Il documente tout pour son procès, dit Stéphane. Où il s'assure qu'on ne trouve rien d'autre. Olivier s'approcha de la porte, l'air plus agressif que jamais. Monsieur Dubois, appela-t-il. Il faut qu'on parle. Stéphane ouvrit. Que voulez-vous ? Une dernière offre. 20 millions d'euros, cash. Vous avez 1 heure. Pourquoi cette soudaine générosité ? Parce que ma patience est à bout. Mes avocats sont sûrs de gagner, mais c'est long. Et si on refuse ? Vous affronterez non seulement moi, mais aussi l'État, qui revendique le trésor comme bien abandonné. Stéphane sentit son cœur se serrer. L'implication de l'État rendait la lutte presque impossible. 1 heure, répéta Olivier avant de se retirer. Papa, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Chloé, effrayée. On finit ce qu'on a commencé, dit Stéphane, résolu. On résout l'énigme finale de Pierre. Mais comment ? Demanda Léo. On ne sait même pas où est la chambre forte. Si, dit Stéphane, regardant les plans d'un œil nouveau. Elle n'est pas cachée dans la maison. Elle est sous nos yeux. Il les mena dehors, faisant le tour de la bâtisse. L'extérieur était aussi ouvragé que l'intérieur, et les décorations faisaient partie du grand dessin de Pierre. La maison entière est la clé maîtresse, expliqua Stéphane. Chaque détail est une pièce du puzzle. Mais comment le résoudre ? Demanda Chloé. En comprenant sa leçon, dit Stéphane. Il ne parlait pas d'argent, mais d'héritage, de construire pour l'avenir. Ils retournèrent à l'intérieur, où Madame Leclerc les attendait. J'ai trouvé son dernier journal, annonça-t-elle, tenant un livre qu'elle avait trouvé dans un compartiment secret du pilier central. La dernière entrée, datée de la veille de sa disparition, révélait la nature de la chasse au trésor. Le test final n'est pas de trouver la chambre forte, mais de s'en montrer digne. Le trésor appartient à celui qui comprendra que le but de la richesse est de créer des opportunités, de bâtir une communauté, de laisser le monde meilleur. La chambre forte se révélera à celui qui répondra à une question, que ferez-vous de ce trésor qui aura de l'importance dans 100 ans ? Il ne s'agit pas de résoudre des énigmes, comprit Stéphane. Il s'agit de prouver qu'on sera responsable. Mais comment ? Demanda Léo. En montrant à l'esprit de Pierre nos intentions, dit Chloé. Ils passèrent le temps restant à élaborer un plan, restaurer la maison en musée et centre éducatif, créer des bourses d'études, établir une fondation pour soutenir les projets locaux. Il s'agit de plus que nous, dit Stéphane. Il s'agit d'utiliser le don de Pierre pour aider les autres. Le rapprochait. La nouvelle de la chasse au trésor avait attiré les médias. 5 minutes, cria Olivier. Prêt ? Demanda Stéphane à ses enfants. Prêt à quoi ? Demanda Léo. À prouver que nous sommes dignes de la confiance de Pierre. Ils se rassemblèrent dans le grand hall. Suivant les instructions du journal, ils énoncèrent à voix haute leur projet pour le trésor. À la fin de leur déclaration, le lustre se mit à bouger, projetant des arcs-en-ciel. Des mécanismes cachés s'activèrent, et le sol sous leurs pieds commença à s'ouvrir.
La chambre forte principale, souffla Chloé. Le plancher du hall s'était transformé, révélant un escalier en colimaçon menant à une chambre bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé, remplie de trésors et de la sagesse d'un homme qui avait bâti pour l'éternité. On a réussi, dit Léo. Non, corrigea Stéphane. On a prouvé qu'on méritait d'essayer. Dehors, le délai d'Olivier était écoulé. Ses pas résonnèrent dans la maison. Mais la famille Dubois avait trouvé plus précieux que l'argent. Elle avait trouvé sa raison d'être. Et c'est parfois là le plus grand des trésors. La porte de la chambre forte était ouverte, son laiton brillant malgré le siècle passé. L'entrée circulaire, taillée dans les fondations, était un prodige d'ingénierie pour son époque. C'est impossible, murmura Léo. La technologie pour ça n'existait pas du temps de Pierre. Pierre Moreau était plus qu'un homme d'affaires, dit Madame Leclerc. C'était un inventeur, un visionnaire. Il a déposé des brevets pour des dispositifs bien en avance sur son temps. La porte elle-même était une œuvre d'art, gravée de l'histoire et de la philosophie de Pierre. Au centre, une inscription, pour ceux qui comprennent que la vraie richesse réside dans le service aux autres. Papa, regarde ça, appela Chloé de l'intérieur. La chambre circulaire était immense, les murs tapissés de classeurs en acier et de vitrines contenant des artefacts étincelants. C'est un musée, souffla Stéphane. Le contenu était ahurissant, actions de géants modernes, obligations d'État centenaires, pièces rares, métaux précieux. Mais aussi des objets personnels. Regarde, dit Léo, ouvrant un portefeuille. Une lettre adressée au digne découvreur de ce trésor. Stéphane lut à voix haute le dernier message de Pierre. Si vous lisez ceci, vous vous êtes montré digne de la responsabilité que je vous confie. Ce trésor n'est pas de la richesse, c'est une opportunité. Utilisez-le avec sagesse, et il fructifiera. Utilisez-le avec égoïsme, et il vous détruira. J'ai passé ma vie à construire quelque chose qui me survivrait. Cette responsabilité est maintenant la vôtre. Serez-vous un gardien de cet héritage, ou son simple dépositaire? Il y a autre chose, dit Léo. Il a laissé des instructions précises, avec les noms de fiduciaires et d'avocats pour aider. Au-dessus, la voix d'Olivier Leclerc se fit plus pressante. Nous devons tout documenter, dit Stéphane. Si Olivier nous trouve, il nous faut des preuves. Ils travaillèrent vite. Le trésor était encore plus vaste qu'imaginé, titres de propriété, brevets, participation dans des entreprises nationales. Papa, dit Chloé, c'est effrayant. Autant d'argent, ça change tout. Ça ne change que si on le laisse faire, répondit Stéphane. Pierre nous a laissé des instructions. Il faut les suivre. Les pas d'Olivier se rapprochèrent. Je sais que vous êtes ici, Dubois. Ce que vous avez trouvé m'appartient. On devrait fermer la chambre forte? Demanda Léo. Non, dit Stéphane. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons résolu l'énigme, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Olivier apparut à l'entrée, son costume détonnant. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le trésor, son sang-froid se fissurant. Mon Dieu, souffla-t-il. Tout est là. Trop tard, dit Stéphane. Nous avons relevé le défi de Pierre. Le trésor est à nous. Vous avez résolu le puzzle, corrigea Olivier, mais ça ne fait pas de vous le propriétaire. J'ai une ordonnance du tribunal. Votre ordonnance concerne la maison, intervint Madame Leclerc. Mais selon le testament de Pierre, le trésor appartient à celui qui s'en montre digne. C'est une autre affaire juridique. Olivier rougit de colère. Vous faites une erreur. Ce trésor vaut des centaines de millions. Vous ne pouvez pas partir avec juste parce que vous avez résolu de vieilles énigmes. Nous ne partons pas avec, dit Stéphane. Nous en acceptons la responsabilité. Vous êtes un professeur suppléant, cracha Olivier. Vous n'avez aucune idée de comment gérer une telle fortune. Vous perdrez tout en un an. Peut-être, admit Stéphane. Mais c'est notre choix. Pierre nous a fait confiance. Nous honorons cette confiance. Olivier explosa. Je ne vous laisserai pas voler ce qui appartient à ma famille. Alors prouvez que vous en êtes digne, répondit Stéphane. Comme nous. La confrontation fut interrompue par des sirènes. Quelqu'un avait appelé la police.
La situation allait se compliquer. La dernière lettre de Pierre reposait sur la table, un document qui s'avéra être un cadre juridique complet pour protéger le découvreur du trésor. « Écoutez, dit Madame Leclerc, alors que les sirènes se rapprochaient. Elle tenait un document scellé avec la lettre. C'est une fiducie légale, établie en 1929, qui s'active automatiquement quand le trésor est découvert par celui qui relève le défi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Chloé. Que Pierre a tout prévu, expliqua Madame Leclerc. La fiducie annule toute autre revendication. Celui qui ouvre la chambre forte principale devient le fiduciaire légal, avec plein pouvoir sur les actifs. Olivier blêmit. Impossible. Mes avocats l'auraient trouvé. Pas si elle était scellée et gardée par un cabinet d'avocats qui attendait depuis un siècle, rétorqua Madame Leclerc. Les policiers entrèrent dans la maison. Il faut partir, dit Léo. Non, dit Stéphane. Nous n'avons rien à cacher. Vous faites une erreur, dit Olivier, désespéré. Les médias vont vous détruire. Ce genre de fortune attire une attention que vous n'imaginez pas. Vos enfants seront des cibles. Notre vie changeait déjà, répondit Stéphane. La question est de savoir si c'est pour le mieux. Les policiers les trouvèrent. Le sergent, stupéfait, demanda des explications. Olivier les accusa d'être des intrus et des voleurs. Stéphane affirma calmement avoir des documents prouvant leur légitimité. Madame Leclerc présenta son dossier. Légal ou non, interrompit Olivier, une ordonnance du tribunal interdit de rien sortir. L'ordonnance concerne la maison, corrigea Madame Leclerc. Selon ces documents de fiducie, le trésor a un statut juridique à part. Le sergent, dépassé, appela le procureur. Ceci va nécessiter une supervision fédérale. Fédérale ? Demanda Chloé. C'est pour s'assurer que tout est fait dans les règles, la rassura Stéphane. Vous détruisez votre famille, dit Olivier, sincère pour la première fois. Tous les escrocs du pays vont vous tomber dessus. On verra le moment venu, répondit Stéphane. Le sergent annonça que le site allait être sécurisé par les autorités. Personne ne touche à rien. Tout ceci est une scène de crime. Façon de parler. Mais il vous faudra de bons avocats. En attendant, Stéphane regarda la chambre forte. Le rêve était devenu une responsabilité immense. Pierre Moreau leur avait confié son héritage. Serait-il à la hauteur ? Papa, dit Chloé, tu as peur ? Un peu, admit Stéphane. Mais je suis surtout excité. On va voir de quoi on est capable. Dehors, le cirque médiatique commençait. Leur vie tranquille était terminée. Mais au fond de la chambre forte de Pierre Moreau, la famille Dubois se tenait unie, prête à affronter l'avenir. 6 mois avaient passé. Le portrait de famille restauré trônait dans le hall de la maison, montrant la famille Dubois, fière, devant sa demeure rénovée. Stéphane se tenait dans l'ancienne bibliothèque, devenue un espace de recherche lumineux et accueillant. La Fondation Moreau, créée avec le Trésor, était un succès. Papa, Le Figaro veut une autre interview, appela Chloé, qui, à 12 ans, était devenue l'ambassadrice de la Fondation. Dis-leur que je les verrai après le groupe scolaire, répondit Stéphane. La maison était maintenant un musée, un centre éducatif et un pôle communautaire. Léo, 17 ans, en était le coordinateur technique, gérant les systèmes mécaniques complexes de la maison. Les étudiants en ingénierie ont adoré la démonstration du mécanisme de la chambre forte, rapporta Théil. Pierre serait fier, sourit Stéphane. Les batailles juridiques avaient été brèves. La fiducie de Pierre était inattaquable. La plainte d'Olivier Leclerc avait été rejetée. Mais la vraie victoire fut la manière dont la famille Dubois avait géré sa nouvelle richesse, en honorant les souhaits de Pierre. La Fondation Moreau finançait des bourses, des prêts aux petites entreprises et des projets communautaires. Monsieur Dubois. C'était Valérie, son ex-femme. Je voulais te remercier d'avoir impliqué les enfants. Ils s'épanouissent. C'est grâce à eux qu'on en est là, répondit Stéphane. Le trésor n'a jamais été qu'une question d'argent. Je te dois des excuses, dit Valérie. J'ai cru que tu étais irresponsable. J'avais tort. Tu voulais protéger les enfants, dit Stéphane. Ce que font les bons parents, c'est croire au potentiel de leurs enfants, corrigea Valérie.
Tu l'as fait. Pas moi. Madame Leclerc arriva, un dossier à la main. J'ai trouvé quelque chose. J'ai cherché d'autres familles riches de l'époque de Pierre, avec des héritages cachés similaires. En avez-vous trouvé? Demanda Chloé. 3, pour l'instant, répondit Madame Leclerc. Toutes de la même période, avec des énigmes pour tester la dignité des héritiers. Il semble que Pierre faisait partie d'un mouvement. Un mouvement? Il s'appelait la Société de Gérance. Des industriels qui croyaient que la richesse impliquait des responsabilités. D'autres trésors sont-ils encore cachés? Demanda Léo. C'est ce que je cherche à savoir, dit Madame Leclerc. J'ai pensé que la Fondation pourrait vouloir aider d'autres familles à vivre leur propre moment en Pierre Moreau. Le soir, la maison s'apaisa. Stéphane regarda le portrait de famille. Les visages reflétaient la confiance de ceux qui avaient trouvé leur voie. Papa, dit Chloé, je pensais à ce qu'a dit Madame Leclerc sur les autres trésors. Et alors? C'est peut-être notre prochaine aventure. Aider d'autres familles à découvrir que le vrai trésor n'est pas l'argent, mais l'opportunité de bien l'utiliser. Stéphane sourit, se souvenant de l'homme qu'il était 6 mois plus tôt, cherchant à sauver sa famille de la ruine. Il avait trouvé bien plus, un moyen de la sauver d'une vie étriquée. Tu sais quoi, ma chérie, dit-il. Je crois que c'est exactement ce qu'on doit faire. Dehors, les lumières de Valvert brillaient. La ville qui s'était apitoyée sur le professeur et sa ruine admirait maintenant la famille qui avait transformé un fardeau en bénédiction. La chasse au trésor était finie, mais l'aventure de l'altruisme ne faisait que commencer. La maison, autrefois symbole d'abandon, était devenue un témoignage de ce qui est possible quand on choisit le courage, l'espoir et le service. Le trésor était trouvé, mais la vraie richesse, celle du but, de la famille et de la communauté, était éternelle.